On va commencer d'abord. Merci d'être venu. Je suis ravi de vous accueillir dans cette enceinte qui est, comme vous le savez, l'Institut Goethe, qui est un des plus vieux instituts culturels de Paris, où s'organisent chaque année des événements, des concerts en particulier, et un festival qui est très connu maintenant, qui est le Festival des Instituts culturels de Paris, donc qui a lieu au mois de novembre, et où tous les instituts culturels de Paris sont représentés pour un festival de jazz. Donc je vous invite à y aller dès l'année prochaine. Les États germaniques, comme la Prusse, ceux de Rhénanie ou la Bavière en particulier, et la France, ont une longue histoire commune. De l'attirance à la concurrence sur le continent. L'Allemagne moderne en a hérité une certaine philosophie où l'influence prend des formes beaucoup moins belliqueuses. La France se laisse faire, réalisant en cela que la méthode allemande a un incontestable mérite, celui d'une réussite économique sans précédent depuis le début du siècle, dont la France peut tirer non seulement profit, mais également des enseignements fort utiles, surtout lorsque les vents contraires soufflent plus fort. De cette confiance entretenue par tous les dirigeants des deux pays depuis les années 50, naît une saine stabilité que la plupart des pays membres de l'Union européenne admirent. Ce qui est certain, c'est que cet attelage, s'il continue à bien travailler ensemble, joue et jouera un rôle primordial dans la prospérité future de notre Union européenne. À 15 jours des 30 ans du traité de Maastricht, le temps est sans doute venu pour en faire le bilan. Ça sera sûrement fait dans les journaux dans les jours qui viennent, et concentrer notre attention sur les perspectives de ces évolutions futures. Pour terminer cette petite introduction sur une devinette un peu amusante, savez-vous quel est le personnage politique le plus populaire en Allemagne aujourd'hui? Eh bien, oui, c'est le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, avec 69% des suffrages, ce qui en dit long sur le traitement de la pandémie et ses résultats chez nos chers voisins. Cher Pascal, cher monsieur l'ambassadeur, cher Joachim, cher Christian, cher Dominique, en ce début d'année marqué par la perspective d'un retour à la croissance vraie, et plus seulement le rattrapage, il nous a semblé utile de faire le point sur les engagements de nos grands pays pour faire gagner l'Union et faire triompher les valeurs de l'Europe. Le mouvement européen Paris, que je préside, que j'ai l'honneur de présider, et les jeunes Européens de Paris, dont certains sont en ligne en ce moment, nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente année 2022 et remercions l'Institut Goethe pour son hospitalité. Donc à 2 jours de la journée franco-allemande, nous remercions également le Fonds citoyen franco-allemand pour son soutien à cet événement. Cher Pascal, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je suis ravie d'être ici ce soir. Et donc, je salue aussi nos
les personnes qui suivent notre débat à distance. Donc en effet, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président, nous sommes à 2 jours du 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Et donc cette collaboration franco-allemande, alors qui a été institutionnalisée avec le traité de l'Élysée, mais qui a commencé dès 1950 avec Robert Schuman et Konrad Adenauer et le début de la construction européenne, est importante puisque nos deux pays, comme vous le savez, se sont fait la guerre pendant un siècle au moins, et que nous avons connu des conflits entre nos deux pays, et que depuis 1950, nos deux pays ont construit une relation qui est la plus suivie, la plus élaborée entre nos deux États membres, hein. Au-delà des jumelages, de l'Office franco-allemand de la jeunesse, il y a des conseils des ministres franco-allemands. Vous avez en effet des ministres allemands qui participent au conseil des ministres français et inversement. Vous avez des conseils des ministres franco-allemands où il y a les ministres français et les ministres allemands qui travaillent ensemble. Vous avez maintenant une assemblée parlementaire franco-allemande qui existe. Donc vous avez de plus en plus d'outils pour qu'en effet, entre la France et l'Allemagne, parce que nos histoires, parce que notre géographie, parce que nos cultures sont différentes, je ne parle pas de notre langue, bien évidemment, nous devons toujours remettre sur le métier les sujets pour qu'on puisse les appréhender, se comprendre, gérer les différends que nous pouvons avoir ou les nuances qui sont entre nous pour faire avancer le reste de l'Europe, parce que le couple franco-allemand a une responsabilité, outre que ce sont 2 États fondateurs avec 4 autres, c'est qu'il n'y a pas d'autre possibilité de trouver un accord en Europe si la France et l'Allemagne ne partagent pas la même idée, la même option, sont dans le même camp. Et si vous prenez une des dernières réalisations de cette coopération franco-allemande, qui est devenue coopération européenne, c'est bien parce qu'il y a eu un accord en mai 2020 entre le président français et la chancelière allemande sur une relance européenne avec la crise du Covid qui venait d'arriver, qu'il a pu y avoir une initiative prise par la Commission européenne. Alors, il se trouve que depuis, elle est présidée par une Allemande, mais ça n'était pas arrivé depuis Walter Hallstein. Hein, donc, mais quand même, il y a eu une initiative avec, en effet, aujourd'hui un plan de relance qui existe, mais qui n'aurait pas pu voir le jour si la France et l'Allemagne n'avaient pas partagé à l'origine la même idée. Et donc, alors ça peut froisser certains de nos partenaires européens, mais il faut au contraire que la France et l'Allemagne, une fois qu'ils se sont mis d'accord, aillent discuter avec les autres pour avoir en effet une majorité derrière eux. L'unanimité si on peut, mais si ça n'est pas possible, une majorité pour qu'en effet il n'y ait pas un hiatus entre la France et l'Allemagne. Alors pour discuter avec nous ce soir de ce dossier, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Hans-Dieter Lucas, qui est l'ambassadeur d'Allemagne à Paris depuis septembre 2020, me semble-t-il, qui est un diplomate de carrière et qui, avant d'arriver à Paris, j'étais, je crois, à l'OTAN et a été également à Bruxelles où il était ce qu'on appelle chargé du comité politique, COPS, et d'autres fonctions avant. Donc je le remercie d'être là. Et nous avons également la chance d'avoir un franco-allemand, Joachim Bitterlich, que vous connaissez sans doute, qui a longtemps été le conseiller du chancelier Helmut Kohl, qui a eu lui aussi eu des fonctions d'ambassadeur. Alors je crois que vous avez partagé en effet un poste. Vous êtes allés tous les deux à l'OTAN, pas au même moment, mais voilà. Et Joachim a fini sa carrière en tant qu'ambassadeur d'Espagne au niveau diplomatique. Il est aujourd'hui professeur à l'ESCP et j'ai la chance de le côtoyer souvent parce qu'il est membre du comité scientifique de la Fondation Robert Schuman et je le fais souvent écrire sur et mieux comprendre l'Allemagne. Christian de Boissieu, à côté de Joachim Bitterlich, qui est donc un docteur en sciences économiques. Alors donc là, on change de sujet, mais c'est très important, vous allez voir, l'économie entre la France et l'Allemagne. Nous n'avons pas toujours la même appréhension des sujets. Donc Christian de Boissieu, qui a été un universitaire dans de nombreuses universités françaises, mais ailleurs aussi dans le monde, et qui est aujourd'hui encore vice-président du Cercle des économistes. Voilà. Et Dominique Moisy. Alors Dominique Moisy, qui est lui sur la partie géopolitique, hein. Il a longtemps travaillé à l'IFRI, il est maintenant conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Et donc, nous allons donc pouvoir traiter de tous les sujets qui nous intéressent aujourd'hui à l'heure où on se parle. Alors, monsieur l'ambassadeur, j'ai commencé par vous. Nous avons donc, après 16 ans de gouvernement dirigé par Angela Merkel au sein de ce qu'on appelle la grosse coalition,
qui est totalement difficile à comprendre pour un Français, parce que imaginez que la droite, alors avec l'appellation qu'elle a pu obtenir, et la gauche se mettent d'accord pour aller dans un gouvernement commun. C'est ça. Et donc le dernier gouvernement de Mme Merkel a au moins un intérêt, c'est que elle avait comme ministre des Finances Olaf Scholz, SPD, elle-même étant de CDU, et Olaf Scholz est aujourd'hui le nouveau chancelier allemand. Alors, intéressant parce que pour la première fois dans l'histoire allemande, ce qui n'est pas vrai au niveau des Länder, mais au niveau du Bund, de l'État fédéral, il y a une coalition au-delà de 2 partis. On se souvient qu'il y a eu des coalitions CDU-FDP, CDU-SPD, SPD-FDP, mais pour la première fois, nous avons une coalition à 3 partis qu'on a appelée Ampel, c'est-à-dire feu tricolore, puisque la couleur politique des 3 partis, rot, enfin rouge pour le SPD, jaune pour le FDP, qui est le voisin de Joachim Bitterlich à Berlin, et Grün, donc vert pour les Verts. C'est donc en effet la première fois. Donc nous voudrions que vous nous expliquiez quel est en effet l'accord de coalition, et notamment sur les questions européennes de ce nouveau gouvernement allemand qui a été mis en place le 8 décembre, c'est-à-dire il y a 1 mois et demi exactement. Quelle va être en effet la relation de ce gouvernement? On a bien vu que le chancelier Scholz avait, comme il est d'usage, fait le premier voyage officiel hors d'Allemagne à Paris, et Madame Baerbock, qui est ministre des Affaires étrangères d'origine Parti vert, a fait la même chose. Donc, quelles vont être en effet l'approche européenne de ce gouvernement, l'approche avec la France, et puis, comme nous avons en effet la France qui préside le Conseil de l'Union européenne depuis le 1er janvier, quel dossier vous voyez où la France et l'Allemagne pourraient travailler ensemble pour faire avancer un certain nombre de dossiers avec nos partenaires. Je rappelle que l'un des dossiers, la boussole stratégique, a été lancé par la présidence allemande du Conseil, qui était donc au 2e semestre de 2020, et que la France, qui arrive donc à la présidence du Conseil au 1er semestre 2022, devrait voir aboutir ce projet. Donc merci, Monsieur l'ambassadeur, de vos commentaires. Vous avez une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Oui. Vous pouvez enlever le masque pendant que... Ok, très bien. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Bonsoir à tous. Et tout d'abord, merci pour m'avoir invité à débattre ce soir des relations franco-allemandes et les questions européennes avec vous. Et les questions donc face aux grands défis de notre temps. Peut-être je vais commencer en disant que peut-être jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, nous n'avions été confrontés à des défis aussi différents et complexes que nous le sommes aujourd'hui. Et je mentionnerai seulement 5 aspects qui sont peut-être aussi importants pour notre discussion. Tout d'abord, donc c'est la crise profonde de la sécurité européenne, tout d'abord à cause du comportement de la Russie, et c'est des mondes pour réorganiser, n'est-ce pas, l'architecture de sécurité en Europe, avec l'exigence d'une reconnaissance des sphères d'influence de la Russie et la fin définitive de l'élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne, et tout cela dans le contexte des menaces tout à fait inacceptables, des menaces militaires dirigées contre l'Ukraine. Donc, c'est le premier défi. Deuxième défi, donc encore plus large, c'est la montée des rivalités géopolitiques, pas seulement avec la Russie, mais également avec la Chine. Ce ne sont pas seulement des rivalités géopolitiques, mais aussi des rivalités systémiques, si vous voulez. Troisième défi, donc c'est certainement le changement climatique qui va nous demander de changer en profondeur nos modes de vie et nos économies afin d'atteindre nos objectifs climatiques. Quatrième défi, la révolution numérique
donc qui va bouleverser nos sociétés à un degré qui ne peut être comparé qu'à la révolution industrielle au XIXe siècle. Et cinquième défi, donc la remise en cause des valeurs sur lesquelles nos sociétés occidentales sont fondées par des tendances au sein de nos sociétés et de leur classe politique. Et donc je mentionnerai dans ce contexte seulement les discussions difficiles que nous avons au sein de l'Union européenne avec la Hongrie et avec la Pologne sur la question du respect de l'état de droit. Donc, il serait superflu de tenir un long discours ici au mouvement européen sur le fait que la France et l'Allemagne ne peuvent faire face à ces défis qu'avec une Europe forte et unie. D'autant qu'il est important de noter que le traité de coalition du nouveau gouvernement allemand fixe un agenda résolument pro-européen avec pour objectif vraiment de renforcer la souveraineté stratégique de l'Europe afin que celle-ci pèse dans le monde pour défendre nos intérêts et nos valeurs. Et la souveraineté donc stratégique, c'est un peu un amalgame entre souveraineté européenne et autonomie stratégique. On a eu cette discussion pendant l'année dernière, donc sur ces deux notions allemandes et françaises. Et d'une certaine manière, la souveraineté, cette notion de souveraineté stratégique, c'est un peu un compromis, n'est-ce pas, qui me semble d'être assez populaire maintenant ici à Paris. Mais lorsqu'on parle de la question de la souveraineté stratégique, il est tout à fait clair qu'il ne s'agit pas uniquement de la défense, mais aussi, par exemple, de la santé, du numérique, etc. Et dans ce contexte, je voudrais souligner que pour la coalition tricolore, donc le changement climatique et la transition numérique, ce sont vraiment des enjeux centraux dans l'agenda pour les années à venir. Et il me semble que vous l'avez mentionné, Madame, les premières visites et prises de fonction du nouveau chancelier, mais aussi de la ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances à Paris, ont clairement démontré que Berlin et Paris sont d'accord sur ces trois objectifs stratégiques, c'est-à-dire renforcer l'Europe, lutter contre le changement climatique et intensifier la transition numérique. Et ces visites ont également montré que pour l'Allemagne, la France reste le premier partenaire en Europe et que nous ferons tout pour soutenir la présidence française du Conseil dans les mois à venir. Dans le même temps, nous devons nous mettre d'accord sur des mesures très concrètes afin de faire avancer l'Europe. Et je citerai seulement 5 points qui me semblent être particulièrement importants. Tout d'abord, donc, j'ai commencé par mentionner donc, la crise profonde de la sécurité européenne, c'est-à-dire qu'il faut parvenir à une désescalade de la situation avec la Russie, ainsi qu'entre l'Ukraine et la Russie, et puis, dans un processus conséquent, amorcer un dialogue avec la Russie sur une architecture de sécurité de l'Europe dans laquelle la Russie aurait sa place. Et pour nous, comme pour la France, il était tout à fait évident que un tel processus doit être fondé sur le principe donc, qu'on a discuté, qui sont endossés par les grands documents sur la sécurité européenne, comme la charte d'Helsinki, la charte de Paris pour une Europe nouvelle, etc. Donc sur ce point-là, donc, il y a un consensus complet franco-allemand, et il me semble que la France et l'Allemagne ont un rôle important à jouer dans cet effort, par exemple aussi dans le cadre du format dit Normandie, c'est-à-dire c'est ce format qui a été établi il y a quelques années entre la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie, visant à vraiment résoudre les contentieux entre l'Ukraine et la Russie. Deuxième point, il me semble qu'il faut vraiment maintenant poser les jalons d'une Europe capable d'agir dans le domaine de la sécurité, c'est-à-dire rendre l'Europe capable de gérer des crises dans son voisinage. Et ça, c'est exactement le but
de la boussole stratégique, vous l'avez mentionné. Donc, ce sera un document cadre fixant les orientations stratégiques de l'Union européenne et qui sera en résultat un projet important central de la présidence française du Conseil. Renforcer l'Europe ne sera pas possible sans ressources, sans capacité, et d'où l'importance des grands projets d'armement franco-allemands comme le SCAF ou l'avion futur du combat ou le MGCS, le char du futur. Donc ça, ce sont des contributions franco-allemandes essentielles pour une Europe de la défense. Donc il nous faut une Europe, une politique européenne de défense ambitieuse et réaliste aussi dans le sens que la défense collective de l'Europe ne sera pas possible sans l'alliance avec les États-Unis et l'OTAN. Donc, c'est-à-dire renforcer l'Europe en ce qui concerne la sécurité, ça vise premièrement à rendre l'Europe capable vraiment de gérer les crises dans son voisinage, mais quand il s'agit d'un grand conflit de la sécurité, de la défense collective, donc, dans ce contexte, l'OTAN sera indispensable. Troisième point, donc, c'est le changement climatique. Et dans ce contexte-là, il me semble que la France et l'Allemagne doivent donner l'exemple, particulièrement en mettant en œuvre le plan Fit for 55 de la Commission. Il est clair que Paris et Berlin sont d'accord sur un grand nombre de mesures très concrètes qu'il nous faut prendre maintenant. De l'autre côté, donc, il y a le point qui nous divise, particulièrement donc, nos points de vue divergents sur le nucléaire. Donc, le débat sur la taxonomie l'a démontré clairement. Mais ceci ne doit pas nous empêcher de coopérer étroitement dans d'autres domaines. Par exemple, sur la question du mécanisme carbone aux frontières. Quatrième point, il nous faut mettre d'accord sur le modèle européen de croissance auquel nous aspirons et sur la façon dont nous allons financer les énormes dépenses qui seront nécessaires pour soutenir les transitions numériques et climatiques. Et ça soulève la question de l'avenir du pacte de stabilité et de croissance, c'est-à-dire de la politique budgétaire de l'Union européenne. Et donc, sur cette question-là, il y a une longue tradition, n'est-ce pas, parfois des discussions franco-allemandes, parfois difficiles. En ce qui concerne le pacte de stabilité, la coalition tricolore, dans l'accord de coalition, a dit donc le pacte de stabilité a fait ses preuves, y compris à cause de sa flexibilité, mais nous sommes également prêts à discuter sur les moyens de rendre le pacte de stabilité plus transparent et plus flexible. Donc, il reste à voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement, mais certainement, il y aura une discussion sur cette question dans les mois à venir. Dernier point, il me semble que la France et l'Allemagne doivent assumer leurs responsabilités quand il s'agit de préserver l'Union européenne en tant que communauté fondée sur l'état de droit et de la démocratie. Et sur ce point-là, donc, il ne faut laisser aucun doute, y compris dans les discussions difficiles avec la Pologne et la Hongrie. Tout compte fait, il me semble que l'agenda qui nous attend, la France et l'Allemagne, est vaste. Mais comme au cours des décennies passées, nous ne serons pas d'accord sur tous les sujets, c'est évident. Et quoi qu'il en soit, un accord franco-allemand ne saurait garantir à lui seul l'unité de l'Union européenne. Donc nous allons devoir continuer à nous démener pour rapprocher des positions françaises et allemandes et pour convaincre nos partenaires européens de s'associer à nos propositions. Mais c'est aussi là que réside l'atout maître du franco-allemand, c'est-à-dire savoir dépasser nos différences dans l'intérêt de l'Europe. Et c'est là une grande responsabilité, vous l'avez mentionné, une grande responsabilité que nous ne pouvons pas déléguer. Et c'est que aussi les autres États membres attendent de nous que nous soyons une force inspiratrice et un moteur pour l'Europe.
Mais je suis fermement convaincu que cet esprit que le nouveau gouvernement fédéral et la coalition tricolore abordera donc le partenariat avec la France dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Vielen Dank. Alors, vous avez dressé un éventail de tous les dossiers qui étaient, selon vous, à l'agenda. Alors, nous allons pouvoir donner la parole aux uns et aux autres. Alors, pour pouvoir mettre les pieds dans le plat, si je puis dire, directement, on va commencer par l'économie. Et donc là, je vais passer la parole à Christian de Boissieu, parce qu'en effet, nous avons, alors, incongruité, nous avons un ministre des Finances qui est Christian Lindner, qui vient donc du Parti libéral, FDP, et nous avons comme chancelier l'ancien ministre, enfin le ministre sortant des Finances, que nous avons vu avec Bruno Le Maire, son homologue, jusqu'au mois de décembre, et puis maintenant, il est devenu... Et donc, on voit bien que sur cette question économique, l'Allemagne a toujours, dans la crise financière, post-subprime, la crise de l'euro, la crise grecque, a toujours une position assez rigoriste. On se souvient du Nein de Frau Merkel. On a une Allemagne qui semble plus fourmi quand la France est plus cigale. Depuis la crise de Covid, nous avons l'Allemagne nous a rejoints pour faire ce plan de relance. Mais on voit bien que la politique du quoi qu'il en coûte n'est pas la même de part et d'autre du Rhin. Et donc on a aujourd'hui en effet la relance. On a la question en effet comment on gère la dette, quelle croissance on peut avoir. Il semblerait qu'en effet l'économie repart, mais en même temps il y a l'inflation qui ne concerne pas que l'Europe, qui concerne le monde entier. Je rappelle qu'elle est aussi importante aux États-Unis. Et donc on voit bien que ce que vous avez mentionné sur le fameux pacte de stabilité et de croissance qui a été provisoirement mis de côté pour faire face à la crise en 2021 et en 2022, mais il va falloir qu'on discute en 2022 de quelles règles budgétaires on met en place en Europe. Visiblement, les Allemands sont pour un retour à des règles strictes, quand les Français, ils sont moins fermes. Et on a vu des initiatives entre le président français et le président du Conseil italien, qui est Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, dire qu'en effet, les mêmes règles ne pouvaient pas être prises, que le monde avait changé, qu'il fallait des règles, mais plus les mêmes. Donc là, il va forcément y avoir un dialogue franco-allemand. Et donc, Christian, est-ce que vous pourriez nous dire aussi, en une dizaine de minutes, sur tous ces aspects économiques, comment vous voyez les choses, qu'est-ce qui va bloquer, qu'est-ce qui va être un vrai point de blocage, est-ce qu'il peut y avoir des ententes, sur quel point, et puis est-ce qu'il y a des choses qui vont peut-être se passer, qui vont nous aider à résoudre ce que nous voyons aujourd'hui comme des zones un peu de grise, mais qui pourraient peut-être, les nuages pourraient s'enlever et le ciel bleuir avec l'approche du printemps. Merci. Merci bien et bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Merci à Éric Dumont de m'avoir invité et je suis ravi de vous rejoindre. Je vais traiter forcément rapidement 3 sujets. Premièrement, quelques mots autour du thème que Pascal vient d'évoquer, au fond, croissance-relance. Bon, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va? Deuxième sujet, parce que je pense qu'il justifie à lui seul quelques remarques, c'est le thème politique monétaire, Banque centrale européenne et inflation. Ça, c'est un sujet que j'aborderai rapidement et de manière non technique. Et puis, troisième sujet, je dirais quelques mots sur les chantiers à ouvrir. Je voudrais d'emblée dire un point important. L'ambassadeur l'a mentionné, mais moi j'ai été frappé depuis 2 ans du fait que, bien sûr, le couple franco-allemand reste nécessaire. Il n'est pas suffisant pour faire avancer l'Europe. On l'a bien vu lors de la négociation du plan de relance de 750 milliards d'euros. Quels sont les pays qui ont un peu bloqué pour des raisons différentes d'ailleurs? Les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande et d'autres peut-être. Mais je veux dire par là que autant je crois à l'importance comme moteur du couple franco-allemand, autant le fait de se retrouver ce soir à l'Institut Goethe ne doit pas nous faire perdre de vue que ni les 27 de l'Union européenne, ni les 19 de la zone euro ne se réduisent au couple franco-allemand. Et vous avez eu depuis 2 ans, j'ai dit, une réaction de susceptibilité d'un certain nombre de pays qu'on appelle petits,
à Paris, peut-être à Berlin, j'en sais rien, et qui existent. Je pense aux Pays-Bas, et je pense à quelques autres. Ça, c'est vraiment, je veux dire, un élément qui me paraît important et qui est apparu très nettement, je répète, quand on a voulu adopter le plan de relance de 750 milliards d'euros. Alors, sur croissance-relance, le premier point que je voudrais affirmer, c'est que nous sommes encore aujourd'hui, en janvier 2022, dans un contexte où s'entrelacent le sanitaire et l'économique. La crise sanitaire n'est pas finie. Moi, je ne suis pas médecin, je constate que les médecins, ils se trompent, comme les économistes d'ailleurs. On se trompe tous. On est en bonne compagnie. Quelqu'un disait, au fond, si on a inventé les météorologues, c'est pour que les économistes ne se sentent pas trop seuls. Aujourd'hui, au fond, si on a invité les médecins, c'est pour que les économistes ne se sentent pas trop seuls. Donc, ne me demandez pas où on va avec le Covid. Je constate que malgré nos convergences, il y a des décalages dans le temps, dans l'inscription d'Omicron, y compris entre la France et l'Allemagne. On n'est pas au même stade. On n'a pas les mêmes réponses, tout à fait. Voilà, mais on est dans ce contexte-là où, certes, il y a une reprise en 2021, mais pour moi, Eric l'a abordé tout à l'heure, mais pour moi, la croissance que nous avons en France et en Allemagne et ailleurs, c'est pour l'essentiel une croissance de rattrapage. Du côté français, on a fait en 2020 une récession la plus forte depuis la Deuxième Guerre mondiale, si je puis dire, moins 8% de recul du PIB. Quand vous faites moins 8 une année, ce n'est pas complètement anormal de faire l'année d'après, en 2021, une croissance qui va être proche de plus 7. Et cette année, malgré Omicron, on va peut-être faire du plus 4. Et plus 4, ça va être encore du rattrapage. Du rattrapage du côté de la consommation, du rattrapage du côté de l'investissement. Ce qui m'intéresse, j'allais dire malgré mon âge avancé, ce qui m'intéresse, c'est la croissance 2023-2024, à la fois en France et en Allemagne. Et là, très franchement, à supposer que la crise sanitaire se termine quand même un jour, si possible rapidement, on va retrouver le fond de croissance de nos économies, ce qu'on appelle la croissance potentielle. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas terrible, ni en France, ni en Allemagne, pour des raisons d'ailleurs différentes. L'Allemagne a moins de démographie que nous, et nous, en France, on a moins de gains de productivité. Mais au total, la démographie, les gains de productivité, l'investissement, ça fait la croissance potentielle. La croissance potentielle de la France, aujourd'hui, elle est peut-être à 1% par an. Et celle de l'Allemagne ne doit pas être beaucoup plus élevée. 1, maximum 1,5. C'est ce vers quoi on reviendra une fois passé le Covid, si on ne prend pas des mesures, si du côté français, on n'adopte pas des réformes structurelles pour relever notre sentier de croissance. Alors, ça c'est le point très important à mes yeux. Je veux dire, je comprends bien que M. le maire se réjouisse du fait qu'en 2021, on ait fait pratiquement plus 7%, mais je répète, en 2020, on a fait moins 8%. Voilà. Les faits sont têtus. Alors, une fois qu'on a dit ça, je parlais du plan de relance, des plans de relance, le plan de relance européen qui vient s'ajouter aux plans nationaux. Je veux dire, cette crise du Covid dont on serait passé, évidemment, elle a eu quelque chose de malheureux. Bon, elle a eu quand même pour conséquence positive de nous amener à accepter et c'était important du côté allemand parce que ce n'était pas évident, chez nos amis allemands j'imagine, d'accepter de mutualiser une partie des dettes publiques. Et ça c'est un saut qualitatif très important dans la construction européenne que les pays membres de la zone euro acceptent de mutualiser une partie de leur dette publique à travers le financement de ce plan de relance de 750 milliards d'euros. C'est une étape. Alors, est-ce que c'est réversible, irréversible? On verra. Est-ce qu'une fois que le Covid sera passé, on oubliera cette mutualisation partielle des dettes publiques? J'en sais rien. Mais en tout cas, on a quand même fait un saut. Dernier point sur croissance-relance, parce que je ne voudrais pas trop déborder, c'est que le Covid, un peu partout, en France, en Allemagne et ailleurs,
a posé le débat de la relocalisation et de la réindustrialisation. Débat ambigu, parce qu'on ne va pas refaire le film qui se déroule depuis 40 ans, on ne va pas le faire à l'envers. Les entreprises qui sont parties en Chine ou en Inde ou ailleurs, elles vont pas revenir comme ça par un coup de baguette magique dans nos pays. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a un retour de la politique industrielle, au fond, généré par le Covid. On en parlait déjà un peu avant, mais c'est accentué par le Covid. Et sur ce retour de la politique industrielle, mon sentiment, c'est que beaucoup de sujets doivent être traités au niveau européen. Ce n'est pas nécessairement des champions français ou des champions allemands qu'il faut imaginer. Je veux dire, la réponse aux GAFA américaines, ce n'est pas des GAFA françaises, ce n'est pas des GAFA allemandes. Je veux dire, la taille critique sur beaucoup de sujets industriels, et je prends le mot industriel au sens large, c'est le niveau européen. Bon, et donc, je veux dire, moi je défends comme d'autres la thèse que dans pas mal de secteurs, il faut aller vers des champions européens. Alors, deuxième point, politique monétaire, Banque centrale européenne et inflation. Là, ça reste un sujet où il y a, à mon avis, des écarts importants entre la France et l'Allemagne. Et la démission de M. Weidmann, qui était le président de la Bundesbank, depuis le 1er janvier, il a quitté la Bundesbank et donc le conseil de la BCE depuis le 1er janvier 2022, est quand même un événement important. Alors, peut-être parce que je suis français, que j'ai ce biais-là. Moi, je considère quand même que, globalement parlant, la Banque centrale européenne a plutôt bien géré les crises depuis 2007-2008. Je pense qu'il n'y avait pas tellement d'autres solutions que de tout lâcher en faisant ce qu'on appelle une politique monétaire non conventionnelle. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails techniques. Alors, l'inflation d'aujourd'hui, bien sûr, l'inflation est repartie. Le grand débat sur l'inflation pour nous dans la zone euro, c'est un débat français, c'est un débat allemand. Est-ce que c'est une bosse? Est-ce que l'inflation va retomber au cours de l'année 2022? Ou est-ce qu'il y a un retournement de tendance? Bon, peut-être parce que je suis optimiste. Pour l'instant, à la lumière de ce que je vois, je pense que aux États-Unis, je pense qu'il y a une tendance au retour de l'inflation. Dans la zone euro, pour l'instant, avec les informations que j'ai plutôt l'hypothèse d'une bosse. C'est l'hypothèse de la BCE, c'est pas pour ça que je la partage, je suis capable d'être en désaccord avec ce que dit la Banque centrale européenne, mais on est plutôt là-dessus parce que quand vous regardez, il y a des augmentations de salaire en Europe, mais c'est beaucoup de rattrapage. Et on n'est pas dans les années 70, il ne faut pas se tromper. La boucle prix-salaire ne s'est pas enclenchée comme entre les deux chocs pétroliers. Alors, donc moi, ma position, c'est de dire, je pense que la BCE a plutôt fait le job. Bon, elle va resserrer sa politique monétaire. Le débat, c'est au fond à quelle vitesse? À quelle vitesse? Et vous allez avoir autour de la table la BCE, l'opposition classique, et il n'y aura pas sans doute que la nouvelle patronne de la Bundesbank pour éventuellement dissonner avec le gouverneur de la Banque de France. Est-ce qu'il faut resserrer fort ou resserrer graduellement? Moi, je pense qu'il faut resserrer graduellement. Je termine par les chantiers à ouvrir. Je les cite, je n'ai pas le temps de les développer. Je vais évoquer 4 chantiers. Alors, il y a le chantier sur les nouvelles règles budgétaires. Monsieur l'ambassadeur en a parlé, la réforme du pacte de stabilité. Là, je veux dire, la France est très très mal placée pour faire des propositions, j'allais dire, très précises là-dessus, parce que quand on affiche des déficits publics que nous affichons depuis aussi longtemps, quand on n'arrive pas à maîtriser les dépenses publiques comme nous, on est quand même mal placé pour redéfinir les règles du jeu par rapport à des pays ou avec des pays un peu plus vertueux que nous. Je pense qu'il faut être pragmatique. Moi, mon analyse, c'est que je pense que les limites des 3% pour le déficit public et les 60% sont peut-être mortes, peut-être, mais qu'il faut les remplacer par autre chose.
Et cette autre chose, c'est des problèmes de soutenabilité des dettes, c'est le problème des règles sur la croissance des dépenses publiques. Et j'attire votre attention sur un point. En sortie de Covid, la question importante, ce n'est pas uniquement le problème des dettes publiques, qui ont grimpé partout. Simplement, elles ont grimpé chez nous en France en partant d'un point de départ qui était plus élevé que l'Allemagne. C'est aussi le problème des dettes privées. Et je pense qu'il va falloir, en quelque sorte, réécrire un peu Maastricht là-dessus. Ce qui compte pour un pays, c'est la dette totale, ce n'est pas uniquement la dette publique. Deuxième chantier, la politique de la concurrence. L'Europe a été trop naïve depuis 30 ans en empêchant la constitution de grandes entreprises européennes dans un monde où les Japonais, les Chinois et les Américains ne nous ont pas attendus. Donc, moi, j'appelle à une réforme de la politique de la concurrence au niveau européen, en mettant l'accent sur la compétitivité des entreprises, ce qui n'est pas du tout contradictoire avec la protection des consommateurs. On oppose trop vite l'un à l'autre. Et je maintiens qu'on peut, à Bruxelles, modifier, faire évoluer la politique de la concurrence sans changer les articles du traité. Il suffit de modifier leur interprétation. Modifier le traité, c'est difficile, c'est l'unanimité. Troisième sujet, achever l'union bancaire et avancer dans ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux. Sur l'union bancaire, la nouvelle coalition allemande a ouvert, je trouve, une fenêtre intéressante pour nous Français, parce que jusqu'à présent, les Allemands bloquaient sur le troisième pilier de l'union bancaire qui s'appelle la garantie des dépôts. Et la nouvelle coalition a dit qu'elle était ouverte à un débat avec la France et les autres pays pour parachever l'union bancaire, qui me paraît relativement important. Dernier point, chantier à ouvrir, la gouvernance de la zone euro. Moi, je pense qu'on ne pourra pas vivre trop longtemps dans un contexte institutionnel où sont les 27 qui décident, y compris pour des décisions qui concernent uniquement les 19 de la zone euro. Bon, ça, on est enfermé dans ce paradoxe où, finalement, les 27 pays de l'Union européenne, y compris ceux qui ne sont pas dans la zone euro, ont à traiter de sujets qui concernent uniquement la zone euro. Donc il faut aller vers une gouvernance véritable de la zone euro. Ça suppose des réformes, mais dans la durée, j'ai presque fini. Ça suppose des réformes dans la durée. Derrière tout ça, il y a le débat. Au fond, l'Europe est bloquée sur des tas de sujets et elle est impuissante sur des tas de sujets pour des raisons d'unanimité. Le cercle vicieux européen, c'est qu'il faut l'unanimité pour lever l'unanimité. Alors le traité de Lisbonne a ouvert quelques pistes pour avancer avec uniquement ceux qui le veulent et qui le peuvent. Bon, c'est la coopération renforcée, la coopération structurée permanente. On ne l'a pas vraiment utilisé, sauf on peut l'utiliser en matière de défense, mais sur le projet de taxation des transactions financières, je ne veux pas dire que je suis nécessairement d'accord, ça a capoté. Il y avait 10 ou 11 pays qui étaient d'accord, ça a capoté, même entre les 10 ou 11. Bon, je veux dire, est-ce qu'il faut, si on se fixe comme objectif de vouloir avancer sur tous les sujets à 27 avec la règle de l'unanimité, j'ai peur qu'on n'avance pas beaucoup. Merci de votre attention. Merci Christian de ce propos qui va certainement susciter des remarques et des commentaires de la part de certains des panélistes et puis de la salle. Alors donc, on va quitter le territoire provisoirement économique, sauf si Dominique veut en dire un mot, mais Monsieur l'ambassadeur a parlé en effet des dossiers plutôt géopolitiques et stratégiques, en mettant l'accent sur la boussole stratégique, en mettant l'accent sur notre voisinage oriental immédiat avec l'Ukraine et la Russie. Mais moi, je voudrais poser à Dominique une ouverture un peu plus large. Il y a d'autres projets comme le Global Gateway que la Commission veut mettre en place, où en effet, on voudrait avoir une place de l'Europe face aux États-Unis avec une nouvelle relation peut-être transatlantique à imaginer, puisque plusieurs présidents américains nous ont répété que maintenant le pivot c'était l'Asie et plus l'Europe, que nous avons la Chine qui officiellement a annoncé qu'elle voulait être la première puissance du monde en 2049 pour le 100e anniversaire de la République populaire. Et donc l'Europe, qui est une puissance économique aujourd'hui, on est sur le podium et on est même bien placé. Comment on fait
pour peut-être développer un certain nombre d'attributs de puissance qui n'ont pas été, parce que les États membres n'ont pas voulu le faire en matière stratégique. Et donc, comment voyez-vous un peu l'évolution aussi de l'Europe sur ces questions? Merci, Dominique. Et 10 minutes aussi. Merci de m'avoir convié à vos réflexions. Il y a 20 ans, même 22 ans, un diplomate anglais qui s'appelait Robert Cooper avait écrit un petit essai sur le monde postmoderne dans lequel l'Europe avait un rôle majeur à jouer. Le fait qu'elle soit une puissance essentiellement civile n'était pas un problème, n'était pas un handicap, puisque elle était une grande puissance commerciale, financière et économique. Le problème, c'est qu'en 2022, il y a eu une explosion de la géopolitique, au sens le plus classique du terme, et l'Europe montre à quel point elle n'est pas nécessairement prête à ces nouveaux, anciens défis. Et ça pose un problème spécifiquement franco-allemand. Alors, ça intervient dans un contexte franco-allemand politiquement très positif. Les élections allemandes de septembre m'apparaissent comme un modèle pour les électeurs français d'avril 2022. La raison, la modération l'ont emporté. Et aujourd'hui, les Français ont le choix entre voter comme les Allemands en 2021 ou voter comme les Américains en 2016. Et les sondages aujourd'hui laissent à penser qu'ils feront plutôt le premier choix que le second. Mais cette bonne nouvelle, renforcée par l'espérance de continuité pro-européenne des deux côtés, se heurte à l'épreuve du réel. Et je crois qu'on ne saurait assez mettre l'accent sur l'importance de ce qui se passe aujourd'hui à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes le 20 janvier 2022. J'ai peur que les historiens ne disent c'était juste avant que, quelques jours avant, quelques semaines avant. Et je pense que pour parler de la relation franco-allemande et de la géopolitique, on peut bien entendu évoquer la fin de notre naïveté à l'égard de la Chine, le fait qu'une ministre verte, plus soucieuse des droits de l'homme, soit en charge des affaires étrangères à Berlin, et que la fin de la naïveté commerciale, plus un souci plus grand de questions de droits de l'homme, va pousser les Européens à faire preuve d'un peu plus de fermeté à l'égard de la Chine. On peut mettre l'accent sur la volonté d'autonomie stratégique partagée à Berlin et à Paris. Mais entendons-nous, il y a une seule question qui nous confronte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait demain si les chars russes pénètrent en Ukraine? Aujourd'hui, le pays est encerclé de trois côtés. Les troupes russes sont à la frontière avec Biélorusse, au nord, à 3 heures de route de Kiev. Elles sont bien entendu à la frontière est. Elles sont également à la frontière sud, grâce à leur contrôle total de la Crimée. Et c'est là où nous devons nous poser des questions et qui ont, je crois, un contenu franco-allemand très fort. La première, c'est que veut Poutine? La seconde, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à la première question, que veut Poutine? Certains mettent l'accent sur des considérations de politique intérieure russe, détourner l'attention des citoyens,
la peur que ne s'installe dans la périphérie immédiate, dans des pays de l'ex-empire, des régimes démocratiques qui apparaissent comme des modèles pour les citoyens russes. Il y a la volonté de laver l'humiliation qu'a été la disparition de l'URSS dans les années 90 et l'élargissement de l'OTAN. Mais il y a peut-être une explication plus culturelle, plus identitaire, plus fondamentale, qui est que pour Poutine, on ne peut pas être russe si on n'a pas le contrôle de Kiev, l'ancienne capitale. Et quand j'étais professeur au Collège d'Europe à Varsovie, il y avait une anecdote qu'on racontait dans les hautes sphères politiques, celle d'une promenade historique entre le Premier ministre polonais d'alors, qui s'appelait Donald Tusk, et Vladimir Poutine. Il parlait en allemand, monsieur l'ambassadeur, la langue de Goethe qu'ils possèdent bien tous les deux. Et Poutine disait à Tusk, mais écoute, l'Ukraine, c'est un pays complètement artificiel. Ça n'existe pas. Récupère la partie polonaise de l'Ukraine et je me charge du reste. Cette histoire, je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance à l'époque, peut-être à tort, car en réalité, ce que proposait Poutine à Tusk, c'est que la Pologne fasse à l'égard de l'Ukraine ce que la Russie, l'Autriche et la Prusse avaient fait à l'égard de la Pologne lors des 3 partages qui avaient eu lieu entre 1772 et 1795. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas exclure cette interprétation qui consisterait à dire il y a une humiliation dont la Russie veut se laver et elle considère que le moment est arrivé, que l'occasion est la bonne, que l'Amérique n'a jamais été plus faible, que l'Europe n'a jamais été plus divisée, que l'avantage sur le terrain qui est le sien n'a jamais été plus grand. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où il y a plus que des nuances entre la France et l'Allemagne. Alors on peut dire que c'est l'alliance de l'impuissance et de l'illusion, si on veut parler le langage sévère de Racine, le monde tel qu'il est, et pas le langage plus positif de Corneille, le monde tel qu'il devrait être. Mais en réalité, on peut considérer que nous avons des torts. D'ailleurs, je pense que nous avons des torts. En particulier, en 2008, nous sommes entrés dans une ambiguïté qui s'est révélée destructrice. On a dit en même temps aux Ukrainiens, vous avez droit à entrer dans l'OTAN. Et on a dit en même temps aux Russes, de toute façon, ça n'est pas pour demain, il est urgent d'attendre, mélangeant le point de vue anglo-américain, elle a le droit, et le point de vue français et allemand, dominé par les réticences. Mais aujourd'hui, cette ambiguïté, elle se retourne contre nous, car elle est utilisée massivement par Poutine. Et il y a une différence entre Paris et Berlin qui est fondamentale et qui tient au rôle de l'OTAN et à la dimension américaine. Vue de Berlin, certes, l'Amérique n'est plus ce qu'elle était, certes, Biden n'est pas le meilleur, le plus charismatique, le plus fort président des États-Unis qui soit, mais on ne peut pas faire sans l'Amérique. Et vu de Paris, on dit non, on ne peut pas ignorer l'Europe, il faut que nous poursuivions jusqu'au bout le dialogue stratégique avec la Russie. À un moment donné, cette question va être fondamentale pour l'avenir des relations franco-allemandes. Car les Allemands sont à la fois les plus atlantistes des Européens et les plus pro-européens des Européens. Et pour les Français,
il y a toujours une contradiction entre l'un et l'autre. Nous disons, au bout du compte, vous ne pouvez pas être les deux à la fois. On est proche de la logique qui dominait il y a 60 ans dans les relations franco-allemandes, comme si tout avait changé, sauf cela. Alors, je crois que j'ai parlé exclusivement de ce sujet parce qu'il me semble que c'est un sujet historique. La guerre est revenue en Europe, à la périphérie, avec l'éclatement des Balkans dans la dernière décennie du XXe siècle. Mais si elle revenait aujourd'hui par la volonté russe de reconstituer son empire, c'est l'ensemble de l'équilibre européen qui serait bouleversé. Je terminerai par une citation de Brzezinski qui disait « La Russie sans l'Ukraine est tout à fait gérable en Europe. Si la Russie reprend l'Ukraine, elle devient un problème insurmontable. Il y a soudain l'équivalent, pardon monsieur l'ambassadeur, de ce qu'était le problème allemand de 1871 à 1945 en Europe, un pays trop puissant que l'on n'arrive pas à gérer. » Voilà, je crois que j'ai parlé 10 minutes, me semble-t-il. Parfait et très très bien. Merci. Merci. Alors donc je vais finir par Joachim Bitterlich qui donc bien qu'allemand est aussi français et donc je voudrais lui demander un petit peu de commenter, réagir à ce qu'a dit Christian de Boissieu, Dominique Moisy et monsieur l'ambassadeur Lucas, en lui demandant aussi comment il voit cette présidence française avec donc ce thème de relance, de puissance, d'appartenance, et qu'il vous commente un petit peu, vu qu'il a un pied à Berlin et un pied à Paris, ou en France, comment il voit les choses sur l'avenir du couple franco-allemand et l'avenir de l'Europe. Merci. Merci Pascal. Toujours pour ces minutes, non ? Ça va de soi. Je vais essayer d'être plus bref. Merci Dominique, merci Christian, parce que vous avez mis ce que j'appelle les pieds dans le plat, parce que vous avez évoqué les deux défis, je dirais, centraux de l'Europe d'aujourd'hui. D'un côté, ce que j'appelle toute la politique, toute notre conception de politique de voisinage, de notre conception de politique étrangère, d'un côté, et de l'autre côté, ce que j'appelle, je vais peut-être plus loin que toi, Christian, je suis d'accord entièrement avec ton analyse, c'est la survie du modèle continental européen économique et financier. Ou bien survie, ça veut dire aussi une refonte profonde. Et pour moi, ça s'applique également à la politique étrangère et de sécurité. Je parle depuis un certain temps, Dominique, de la nécessité d'une revue profonde, d'un dialogue profond, non seulement avec la Russie, mais aussi avec les États-Unis. Nous avons besoin d'une refonte de l'OTAN, profondément. C'est là, ce n'est pas l'ancien ambassadeur auprès de l'OTAN qui vous parle, mais c'est l'observateur politique. Or, Dominique, lorsque je regarde l'Ukraine, où j'ai été souvent à la fin des années 90 et après, au compte d'une organisation patronale française, cette fois-ci, nous avons raté beaucoup de chances pour terminer ce agreement to disagree que nous avons eu dès le début avec les Russes sur le futur de l'Ukraine. Or, Dominique, tu as raison, pour un Russe normal, il est inconcevable que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Pour eux, Kiev, c'est la capitale depuis 400 ans. Pour eux, la Crimée a été toujours la rivière à la côte d'Azur des Russes, rien d'autre. Et ils ont toujours vu l'Ukraine comme une entité administrative soviétique, pas comme une nation. Bien, sans vouloir approfondir ce sujet, je pourrais en parler des heures, mais là, c'est un défi central aujourd'hui pour les Européens, et je partage en grande partie l'analyse de Dominique à cet égard. C'est un véritable défi franco-allemand en même temps, mais il ne s'arrête pas là. Nous devons revoir, et j'ai été témoin ces derniers mois, toute notre relation avec la Chine, fin de la naïveté. Pour moi,
la réciprocité, pure et simple, doit faire valoir aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Mais j'ai eu ces difficultés lorsque j'ai essayé de prêcher un petit peu cette revue nécessaire face à la Chine. J'ai eu des difficultés à Paris. On a publié un rapport à l'Institut Jacques Delors à cet égard qui contient un certain nombre de divergences entre nous, de manière très ouverte. C'est un débat qui mérite d'urgence d'être approfondi. Ou de l'autre côté, Christian, je partage ton analyse sur l'économie et les finances, oui, mais lorsque je vois, il y a un certain nombre de dossiers sur la table où nous devons aussi revoir, réfléchir sur nos positions intérieures. Et tu as avec raison mentionné ce que j'appelle les petits. Lorsqu'on parle de refonte industrielle européenne, ces dernières semaines, on a vu une certaine résistance de 11 pays, des petits surtout, sous gestion suédoise et hollandaise, mais avec d'autres qui nous disent attention dans votre autonomie industrielle européenne, il y a aussi des aspects de protectionnisme caché. Faites attention à ce que vous faites là. C'est un véritable sujet européen. Et lorsque je regarde, par exemple, le sujet de la politique énergétique, un sujet dont je me suis mêlé par des raisons politiques d'abord et ensuite professionnelles pendant un certain temps, moi, je suis choqué par le fait que jusqu'aujourd'hui, on vit dans cet antagonisme approfondi franco-allemand sur le nucléaire et sur le gaz, et sur le charbon, si vous voulez, mais de l'autre côté, la nécessité d'un véritable marché européen de l'énergie, on n'ose pas l'attaquer. Or, des spécialistes me disent ouvertement depuis des années que c'est parfaitement possible de créer un réseau européen par des interconnecteurs le long des frontières européennes. Il y a un véritable qui existe, c'est entre la France et l'Espagne. Et c'est un véritable projet européen par lequel on pourrait créer un marché européen de l'énergie avec un échange permanent. Évidemment, ça présuppose la tolérance de l'un vis-à-vis de l'autre. Ça va de soi. Où j'ajoute un troisième sujet, et je continue sur cette lancée, bien, ce ne sera pas facile de discuter tout le sujet d'une révision du pacte de stabilité avec les Allemands. Ils sont ouverts, c'est bien. Mais pour moi, je cherche depuis un certain nombre d'années un véritable sujet, c'est la création d'un fonds monétaire européen. Pour moi, une nécessité, et ça pourrait être peut-être une des voies de sortie de notre conflit potentiel franco-allemand. Et je pense que d'autres Européens pourraient plus facilement nous suivre à cet égard. Or, les 3 et les 60%, Christian, tu le sais aussi bien que moi, que c'était une invention française. Parce que dans les débats de Maastricht à l'époque, il y avait d'abord une formule sur la table qui était illisible, fait de manière très technocratique, mais expliquant toutes les possibilités avec une certaine flexibilité, jusqu'au moment où quelqu'un a dit « mais je ne comprends rien dans ces formules, décrivez-moi de manière pratique la formule ». Or, le directeur, je pense le directeur des impôts de l'époque, à Paris, a dit « c'est tout simple, ça correspond à 60 et à 33%. » Terminer le débat. Et tout le monde était heureux, s'il en veut, sans se tenir à ça. Mais d'où, je pense, une sortie est parfaitement possible. Mais lorsque je parle de ça, évidemment, je devrais parler de la dette, sans vouloir approfondir. C'est un vrai sujet, mais moi, je parle d'un autre sujet, qui est pour moi presque plus important pour les Européens, c'est la survie de notre économie à terme, et je parle de la recherche. Je parle de la recherche où nous avons un retard énorme face aux États-Unis et face à la Chine aujourd'hui. Mais nous sommes incapables de trouver de nouvelles procédures, de nouvelles formes de coopération en Europe, prenant en tête un certain risque, comme les Américains le font, changer la formule. Je fais partie d'une initiative
je dirais au départ françaises, devenues européennes, pour réformer tous nos procédés de recherche. Or, nous nous heurtons à la nomenclature à Paris, comme à Berlin. Et comme à Bruxelles, ça va aussi loin que l'ancien commissaire européen de la recherche m'a dit ouvertement, Joachim, sur le fond, tu as raison, il faudrait un changement radical à cet égard, mais tout le monde vit dans ses budgets, je n'arrive pas à l'imposer. Je ne sais pas si vous avez entendu le JEDI. Pour moi, ce sont des aspects d'où il y a un certain nombre de sujets sur la table très pratiques qui influenceront ce que j'appelle le futur de cette Europe. Or, ce qu'il faut en même temps, c'est lancer un certain travail, je dirais, éducatif, où les Français et les Allemands peuvent jouer leur rôle, même si les deux ne sont pas connus pour leur grande psychologie en Europe. D'ailleurs, d'autres non plus. Mais là où Français et Allemands devraient vraiment faire un effort d'essayer d'abord de comprendre l'autre. Et à partir de là, de développer des conceptions qui nous tiennent pour une certaine boussole pour les années à venir. Je m'arrête là. Merci Joachim. Parfaitement on time. Alors, Éric, alors s'il y en a qui veulent réagir à ce qu'a dit les uns ou les autres, sinon je pense qu'on peut lancer un débat, puisque nous avons la chance d'avoir des personnes ici ou à l'écran. Et donc je crois qu'il nous reste un petit quart d'heure, je crois, pour des questions. Donc ne levez pas tous la main en même temps, mais si vous en avez une... Je vais commencer par une question. Ah ben voilà. Que pensez-vous de ressusciter le triangle de Weimar pour résoudre un certain nombre de problèmes dont nous venons de parler? Et quelle serait la difficulté pour rendre ce lieu de discussion plus efficace qu'il ne l'a été sur les dernières années? La question vous étant posée sur le Weimar de Hayek. Non, merci beaucoup pour cette question. Quand je suis en principe un grand fan du triangle de Weimar, et comme Joachim Bitterlich, j'ai aussi travaillé pour Hans-Dietrich Genscher, donc qui a inventé, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, qui avait inventé ce format. À mon avis, c'est un format, ça pourrait, avec un grand potentiel, parce que ce format réunit donc les trois grandes puissances continentales au centre de notre continent. Et à mon avis, donc, il serait vraiment utile donc d'essayer de ressusciter donc ce format pour discuter donc les grandes questions de notre continent. Donc, tout d'abord, la question de sécurité et de défense. Et sur ce point-là, donc, je pense qu'il sera possible aussi de trouver des positions communes. Et il y a d'autres questions qui seront plutôt controversées. Par exemple, la grande question du respect de l'état des droits en Pologne. Donc, ça va ne pas faciliter donc, ce format. Donc, je dirais que l'année dernière, on a eu une réunion des ministres des Affaires étrangères. On a ici une réunion des ministres, donc des secrétaires d'État aux Affaires européennes. Donc, le format n'est pas tout à fait mort. Donc, ça existe encore, mais on pourrait faire plus pour vraiment essayer de revitaliser ce format. Donc, ça nécessiterait en fin de compte aussi une réunion donc, au niveau des chefs de gouvernement, des chefs d'État. Donc, bien évidemment, donc c'est pas facile à cause de la situation en Pologne, mais étant donné donc, la situation particulièrement à l'est de notre continent, donc ce serait, à mon avis, utile de se réunir. Et parfois, donc, dans la diplomatie, donc, on ne peut pas seulement avoir des réunions avec ceux avec lesquels on est d'accord.
mais il faut particulièrement parler et discuter donc, dans des formats avec ceux donc, qui ne partagent pas nécessairement notre avis. Très bien. Alors, en effet, on va attendre un petit peu parce que vous ne l'avez pas notionné parce que vous êtes diplomate, mais nous avons des élections en France, donc forcément, on va les laisser passer pour savoir en effet qui sera le titulaire français, et puis on pourra reparler de choses. Et quand bien même, en effet, en ce moment, il y a des difficultés avec la Pologne sur l'état de droit et sur d'autres choses, on peut éventuellement discuter avec nos amis polonais. Autre question. Alors, monsieur, présentez-vous rapidement et une question courte aussi pour qu'on puisse avoir le temps d'y répondre. Ça va être ultra court et c'est très très simple, c'est pas vraiment une question. La plupart des problèmes qui ont été évoqués ont une solution extrêmement simple. C'est l'union pure et simple de la France et de l'Allemagne. Alors, monsieur l'ambassadeur ou Joachim? Un seul et même. Alors, Joachim? Willst du eine Antwort machen? Oui, L'union fait la force. oui, non, je crois que nous sommes dans un monde où les émotions jouent un rôle toujours plus important. Et il n'y a pas d'émotion franco-allemande au sens où il y a une émotion française, une émotion allemande, une émotion italienne. C'est un des échecs de l'Europe que de ne pas avoir créé une émotion européenne. Et je pense, en réalité, votre solution est idéale, mais elle est encore plus irréaliste aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être hier. Et ne créons pas des mondes illusoires. Il n'y a aucune majorité en France ou en Allemagne pour arriver à cette création. Alors, Joachim, pour compléter. Dominique, je suis entièrement d'accord avec toi. Nous vivons dans des pays, dans l'histoire, dans les mentalités, dans les systèmes politiques sont tellement différents qu'il faut avoir un objectif primordial, ce que j'appelle écouter l'autre, comprendre l'autre, et à partir de là, essayer tout pour développer des lignes communes ou des politiques d'ensemble. Et pour moi, c'est possible. Je vous donne un exemple simple sur la défense européenne. C'est un sujet que je défends maintenant depuis, je dirais, une bonne vingtaine d'années, sinon plus. J'ai suggéré depuis maintenant, je pense que je suis au 5e ministre français de la Défense et au 5e ministre français des Affaires étrangères, d'aller régulièrement, tous les 3 mois, à Berlin, de se présenter à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à Berlin et de leur expliquer, faire un briefing sur comment ils voient ou elles voient la situation sécuritaire. Et mon pronostic est simple. Un Français a du mal à comprendre que ce Parlement à Berlin a le dernier mot, surtout, ce qui n'est pas le cas à Paris. À Paris, c'est Jupiter. À Paris, ce n'est pas l'Assemblée, ni l'Assemblée, ni le Sénat. Or, on pourrait introduire un certain processus d'éducation pour que les parlementaires allemands comprennent progressivement, comme le français tic, comme ils pensent, comment ils jugent, et à partir de là, aller vers un rapprochement de nos positions qui sont au fond différentes. Moi, je n'ai pas plus envie d'entendre ce qu'un général français m'a dit l'année dernière encore. Ah, tu sais, Joachim, j'aime bien les Allemands au Mali, c'est bien que vous soyez là, mais je ne sais pas quoi faire avec eux. Monsieur l'ambassadeur, vous vouliez aussi réagir. Non, je partage ce point sur la nécessité de vraiment d'avoir une conversation stratégique approfondie entre la France et l'Allemagne. D'ailleurs, ça a été aussi mentionné dans le traité de coalition, de la nouvelle coalition. Là, donc on fait le point
Donc l'ambition, on exprime l'ambition vraiment d'approfondir le dialogue stratégique avec la France parce que c'est vraiment nécessaire, car nos cultures stratégiques sont tout à fait différentes. Et si on veut donc créer quelque chose comme une Europe de la défense, donc ça va nécessiter un rapprochement, d'une certaine manière, donc des cultures stratégiques de la France et de l'Allemagne. Bon, ce sera difficile, mais c'est nécessaire. Et à mon avis, donc, en ce qui concerne donc, cette dimension parlementaire, la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande est vraiment, à mon avis, un pas très important. Et si donc j'ai assisté à plusieurs débats donc de cette assemblée, donc c'est vraiment un débat très substantiel. Donc vraiment des questions assez principales, et ce sont les ministres français et allemands donc qui ont un dialogue avec les parlementaires, c'est-à-dire sur les questions de santé, défense, finances, ils étaient tous là, et même aussi donc la chancelière et le premier ministre français. Donc pas le président français à cause des contraintes constitutionnelles, n'est-ce pas? Mais je pense que ça représente vraiment un progrès assez remarquable. Tout à fait. En effet, l'importance de cette assemblée qui a été renouvelée parce que le Bundestag a été renouvelé et qui sera encore renouvelé après le renouvellement de l'Assemblée nationale, puisque je vous rappelle que nous ne votons pas qu'une fois. Il y a le scrutin présidentiel d'avril et puis il y aura le scrutin législatif du mois de juin. Alors, monsieur qui voulait prendre la parole, je vous écoute. Bonsoir, messieurs. Donc, moi, je m'appelle Gabriel Adjan, je suis étudiant en première année à Sciences Po. Ma question, pour rebondir sur celle de monsieur, est-ce que vous pensez que l'alliance franco-allemande, le moteur franco-allemand, a perdu de son importance et de sa pertinence au fil des années, au fur et à mesure que l'Europe s'est élargie et que ces deux pays ont perdu de leur taille et de leur importance proportionnellement au reste de l'Europe? Alors, Christian, si tu veux dire un mot, puisque tu as parlé de cette couple franco-allemand qui était important, mais qui n'était pas plus suffisant. Moi, je pense, pour répondre à votre question, que il n'y a pas eu de dilution de l'importance du couple franco-allemand. Quand je regarde les différents sujets que nous avons abordés et que j'ai abordés tout à l'heure, s'il n'y a pas d'accord franco-allemand, on n'avance pas. C'est pour ça que j'ai dit c'est nécessaire. C'est pas suffisant. Je trouve que il faut remettre, et Joachim a été d'accord, je crois, avec moi, il faut pas oublier les autres. Bon. D'abord parce que, je l'ai dit, on a besoin sur beaucoup de sujets de l'unanimité, on n'a pas parlé du Brexit, qui est la toile de fond un peu des sujets, mais je veux dire, on pouvait penser d'une certaine façon que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne renforce le couple franco-allemand, parce qu'avant, l'Europe était organisée autour de... C'était pas le triangle de Weimar, mais c'était un peu le triangle sur des tas de sujets, Grande-Bretagne, Allemagne, France, avec souvent, sur les différents sujets, l'accord de deux contre le troisième. Il y avait un peu un jeu de chaises musicales. On l'a bien vu, par exemple, sur des problèmes de politique agricole commune ou d'autres. Là, le triangle n'existe plus avec le Brexit. Donc, moi, j'ai tendance à penser que l'élargissement de l'Europe, élargissement quand même vers l'Est, qui renforce, je veux dire, l'Europe centrale, c'est quand même l'espace, un espace plus important pour les Allemands que pour les Français, que je sache. Il y a à la fois des questions de proximité géographique, culturelle, langue, etc. Donc, je termine en disant que pour moi, le couple franco-allemand, il reste très, très important et l'élargissement n'a pas réduit son rôle. Mais je répète, il n'est pas suffisant. Dominique Moisy, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste un mot. Je crois que la sortie de la Grande-Bretagne, quand même, a renforcé l'importance du couple franco-allemand. Mais il y a une dimension que j'ajouterais. Il y a un nouveau triangle en pointillé qui existe, c'est celui entre Berlin, Paris et Rome. Je crois qu'il ne faut absolument pas oublier l'Italie.
sous l'impulsion de Mario Draghi, elle a pris un rôle toujours plus important, toujours plus positif en Europe. Donc il y a un triangle de Weimar qui peut s'imposer à l'Est, mais il y a un triangle nouveau avec l'Italie qui peut s'imposer globalement. Tout à fait, Dominique. Joachim Bien, aussi. bien, Dominique. Que faire avec les Espagnols? Point d'interrogation. Mais je mets ça de côté. Et je vous dis simplement, franco-allemand est nécessaire, pas suffisant, mais en Europe, il ne faut plus avoir peur de ce que j'appelle des groupes de pionniers ouverts. C'est-à-dire de procéder dans un groupe d'États membres de manière bilatérale ou intergouvernementale, si nécessaire, pour une certaine période, en espérant et en militant à ce que les autres suivent ou rejoignent le groupe. C'est ça ma thèse. Christian, un mot. C'est pas pour avoir le dernier mot, mais Non, pour prolonger ce qu'a dit Dominique, avec lequel je suis d'accord. Au fond, on dirait l'Italie is back. L'Italie est de retour. Elle est de retour. Il va quand même y avoir un test important, c'est que les taux d'intérêt à long terme commencent à remonter un peu partout, aux États-Unis, en Europe. Et ça va être un problème pour Madame Lagarde et la Banque centrale européenne. Si cette remontée graduelle des taux d'intérêt à long terme se traduit par une augmentation des écarts de taux d'intérêt dans la zone euro, ce qu'on appelle une fragmentation de l'espace de la zone euro, là, ça va être un problème. Et je termine en disant que ça va, à mon avis, ça va un peu dépendre de ce qui va se passer en Italie. Est-ce que Mario Draghi, qui a l'air intéressé par la présidence de la République, est élu en février, président de la République? Dans ce cas-là, lui, il sera peut-être satisfait, mais je pense qu'il n'y aura pas de successeur évident du côté italien. Et que pour l'Italie, pour le rôle de l'Italie en Europe, entre nous, je pense que ça serait mieux qu'il reste président du Conseil plutôt qu'il parte au Quirinal pour devenir président de la République. Donc ce sujet institutionnel italien peut avoir des conséquences sur la question du triangle qu'évoquait Dominique, et cette question apparemment technique mais très politique de savoir comment se comparent les taux d'intérêt à long terme dans la zone euro, ce qu'on appelle les primes de risque. Christian, nous aurons bientôt la réponse sur oui ou non le passage du Palazzo Chigi au Quirinal, puisque le premier lancement de l'élection présidentielle italienne qui se fait au Parlement commence lundi. Alors, monsieur, qui veut répondre à l'une ou l'autre de ces deux questions? D'accord. Alors, sur le plan linguistique, si je peux répondre rapidement, il y a 40 ans, beaucoup d'Allemands parlaient le français. Et mes premiers dialogues franco-allemands étaient en français. Le nombre de Français qui parlaient l'allemand était faible, l'est devenu toujours plus, en réalité. Donc, comment voulez-vous trouver une langue alternative? La seule langue de plus en plus que parlent en commun les Français et les Allemands, c'est l'anglais. C'est une réalité. Il ne faut pas en tirer des leçons gigantesques en termes d'humiliation, etc. C'est un fait. Regardez combien d'Allemands apprennent le français par rapport aux années 60, 70 et vice-versa. Donc, c'est le principe de réalité. Alors, Joachim et monsieur l'ambassadeur. Monsieur, dans les années 90, ça fait 30 ans, notre ministère des Affaires étrangères a essayé de lancer une campagne pour le maintien de l'allemand. J'avoue, je trouvais cette campagne, je l'ai critiquée à l'époque, parce qu'on était vraiment sur une descente assez claire. Je l'ai défendu, l'allemand, mon chancelier aussi. Mais à l'époque, j'ai demandé à Paris, à l'Élysée, s'il vous plaît, soutenez-nous dans cette campagne parce qu'on risque d'arriver uniquement avec l'anglais à la fin. Et Paris me disait à l'époque, pas de souci, ils ne vont jamais attaquer le français. Le français sera maintenu. Or,
Question à l'ambassadeur. Je pense la dernière instance à Bruxelles où on communique en 3 langues, c'est le Coreper. Si je ne me trompe pas. Ou est-ce qu'on a oublié ça là-bas aussi? Mais la langue, pour moi, c'est une bataille qu'on a perdue, français et allemand, il y a 30 ans. Et pour moi, je suis l'adepte de ce que j'appelle des 3 langues en Europe. Mais tant pis. Très brièvement, donc, sur le plan qui a été fait par Dominique Moisy, c'est vraiment un développement. Il ne faut pas être fataliste, je pense. Donc, c'est-à-dire, nous discutons avec nos amis français comment soutenir donc l'apprentissage de l'allemand ici en France et du français en Allemagne. Et là, donc, il y a vraiment un effort qui est fait au niveau aussi des ministres des Cultures, des recteurs, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas être fataliste parce que, donc, à mon avis, ça ne suffit pas que si la seule langue entre les Français et les Allemands soit l'anglais. Donc, à mon avis, donc, si on veut vraiment comprendre la mentalité de l'autre, donc il faut avoir une certaine connaissance de la langue du voisin. Et en ce qui concerne donc l'Union européenne, il y a maintenant une initiative française pour le plurilinguisme dans l'Union européenne que nous soutenons également. Et à mon avis, ça va dans la bonne direction également. Alors, avant de prendre la dernière question qui sera sur Internet, Christian de Boissieu. Sur monsieur, vous évoquiez les scénarios de dislocation de l'Europe sur lesquels, pour l'instant, on n'a pas répondu. Donc, je vais dire quelques mots. Je n'ai pas le monopole de la réponse, mais je voudrais au moins l'amorcer. On a parlé récemment, depuis quelques années, de ces scénarios d'implosion de l'Europe à 2 occasions. La crise de la zone euro. Moi, j'ai vécu ça comme économiste de 2010, 2011, 2012. On nous promettait la sortie de la Grèce de la zone euro. Est-ce que la Grèce est sortie? Non. Parce que les Grecs, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, considéraient qu'il y avait plus d'avantages que d'inconvénients à rester dans la zone euro. Deuxième occasion, le Brexit. Je me souviens des débats quand il y a eu le vote britannique. On nous a dit ça va donner des idées à des pays pour sortir de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a eu d'autres sorties? La réponse est non. Et aujourd'hui, on est dans une situation, si vous prenez l'Union européenne, il y a quand même plus de candidats à l'entrée et je ne connais pas vraiment de candidats à la sortie. Bon, sur la zone euro, on est 19. Pour l'instant, je pense qu'il faut d'abord, avant d'élargir la zone euro vers éventuellement d'autres pays membres, il faut plutôt approfondir. On retrouve un peu le thème de Delors, au fond, les problèmes d'arbitrage entre l'approfondissement et l'élargissement de l'Europe. Et je répète, moi, quand je regarde l'Europe depuis 10 ans, et quand les pays font leur analyse coût-avantage, jusqu'à présent, ça a plutôt été dans le sens du maintien dans la zone euro et du maintien dans l'Union européenne, sauf le Royaume-Uni, qui est un cas un peu spécial. Et puis, il faut bien la différence, si je peux prendre la parole 1 minute avant la dernière question, entre les gouvernements, qui quelquefois ne sont pas très européens, on peut penser aux Polonais, aux Hongrois et à d'autres, et la population, parce que la population reste très européenne. Et quand vous regardez les pourcentages des études d'opinion qui se font en matière européenne, vous seriez surpris du nombre de Hongrois qui se disent pro-européens, qui veulent que leur pays reste dans l'Union européenne, et de Polonais. Donc en effet, il faut faire une différence entre les dirigeants qui, quelquefois, et quand vous voyez le discours de certains candidats à l'élection présidentielle qui a changé entre 2017 et 2022, c'est bien parce qu'ils se sont rendus compte que le discours qu'ils avaient sur l'Europe était en complète porte-à-faux avec la population. La dernière question, mademoiselle, vous allez la donner puisqu'elle est sur Internet, et nous avons des auditeurs en visio, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient privés de débat. Donc, pouvez-vous nous lire ou nous donner connaissance de la question qui est posée? Alors, quel est le degré de coordination des États membres de l'UE au sein de l'OSCE, notamment sur le dossier Ukraine-Russie? Et la deuxième question, c'est dans quelle mesure pourrait être un élément de négociation avec ou de politique envers Moscou et Kiev? Alors sur l'OSCE, Dominique, est-ce que vous avez envie de répondre, monsieur l'ambassadeur? Donc, en ce qui concerne l'OSCE, donc, elle a eu cette discussion la semaine dernière donc, sur la question ukrainienne
et russe. Et donc c'était un débat très difficile. Donc il y avait cette séquence, n'est-ce pas, dialogue stratégique entre les Américains et les Russes, puis le Conseil OTAN-Russie au sein de l'OTAN, et puis l'OSCE. Et là, donc les Européens ont vraiment présenté une position commune, tout à fait. Donc il n'y avait aucune différence en ce qui concerne les prises de position européennes. Donc avant la réunion, donc on s'est mis d'accord sur certaines positions. Mais ça a été aussi facilité par le fait que donc la présidence de l'OSCE est assumée maintenant par les Polonais. Donc sur ce point-là, donc pas de problème pour le moment. Bien, eh bien, nous venons au terme de ce débat. Nous avons respecté les horaires, je crois, et notamment pour les visioconférences, nous sommes dans le créneau imparti. Je voulais remercier donc Christian de Boissieu, Dominique Moisy, Joachim Bitterlich et vous, monsieur l'ambassadeur. Nous allons certainement avoir l'occasion de discuter encore. La présidence française ne fait que commencer. Le gouvernement allemand est au début de son mandat. Nous avons les affaires ukrainiennes, russo, et puis il ne faut pas oublier les Turcs, et puis il y a ce sommet Union-Afrique aussi, plus l'OTAN qui va avoir un sommet à la fin du au mois de juin. Donc tout ça va nous donner lieu à certainement pendant ces 6 mois de présidence française à un certain nombre de rencontres. Et je serais ravie que le mouvement européen de Paris, dont je remercie le président encore une fois de ce débat, en organise d'autres et nous répondrons présents. Alors, comme on ne change pas une équipe qui gagne, je serais ravi de vous inviter dans quelques mois, dès que la présidence française aura démontré qu'elle est capable de mener à bien les tâches qu'elle s'est assignées, et dès que le gouvernement allemand aura montré sa solidité. Voilà. Eh bien, je pense qu'on peut tous dire qu'on sera présents. Merci, monsieur. Et merci, mesdames et messieurs. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Si vous avez aimé le débat de ce soir, je pense que je crois comprendre que c'est le cas. Et si vous n'êtes pas encore adhérent du mouvement européen, mais nous avons des bulletins d'adhésion à votre disposition et nous serons ravis de vous retrouver lors des conférences suivantes.